Déjà, merci de me recevoir, Vincent, et toute ton équipe, c'est super d'être là. Et puis d'en apprendre plus sur School of Impact, qui m'a l'air d'être une super initiative. Donc je suis ravi d'être au Forum parmi vous. Essayer de résumer, alors c'est un peu moins que 10 ans, tu me dis, Okay. mais c'est à peu près 6-7 ans qu'on a réussi à faire Glose, que j'ai lancé donc en 2014 avec mes associés Arthur Darcet et Thomas Ricoire, qui sont des ingénieurs. Et alors ce qu'est Glose, tout simplement, c'est une plateforme de lecture de livres numériques. Donc à l'origine et à la base, c'est une plateforme de lecture, donc un site web et une application mobile qui permet à n'importe qui de chercher, trouver, acheter, lire un livre numérique, donc un livre au format numérique, sur n'importe quel appareil numérique, donc tablette, smartphone ou ordinateur, sur un navigateur. C'est un peu comme un concurrent de Kindle, si vous voulez, mais sans la partie hardware, donc uniquement la partie logicielle, la partie software. Et ce qui est spécifique avec Glose, c'est qu'on a cherché à innover dans le secteur de la lecture numérique, qui nous paraissait pas assez innovant, qui était un petit peu enfermé dans ce format du Kindle, qui était un petit peu une reproduction sur écran de l'expérience du papier, mais qui ne profitait pas vraiment de tout ce que le numérique peut proposer, en termes de social, en termes de data, en termes de créer de l'engagement nouveau dans le format texte dans le livre. Et donc on a créé Glose comme une plateforme de lecture, donc ça voulait dire construire une bibliothèque numérique, ou plutôt une librairie, donc signer des contrats avec des éditeurs de livres pour distribuer leur contenu sur notre plateforme. Donc c'est une librairie de à peu près 1,5 million de titres aujourd'hui en français et en anglais, pour l'essentiel. Deuxièmement, on voulait le créer avec une architecture de réseau social, donc permettre à quelqu'un qui s'inscrit de se connecter à d'autres lecteurs pour voir ce qu'ils lisent, donc découvrir les lectures des autres pour apprendre, mais au-delà de la lecture des autres, les titres et les couvertures des livres qu'ils lisent, créer par-dessus une interface de lecture sociale et enrichie. Je m'explique. Quand vous lisez un livre numérique sur Glose, vous pouvez entrer en contact à travers des commentaires dans la marge des textes avec les autres lecteurs de ce même livre. Donc la lecture devient collaborative, devient sociale, devient enrichie des commentaires de tous les lecteurs. Et enfin, pour soutenir tout ça, une plateforme de données, c'est-à-dire être beaucoup plus fin dans la captation de la donnée de lecture pour restituer au lecteur ses usages de lecture. Donc combien de temps tu as lu aujourd'hui? Si tu veux le savoir, on peut te le dire. Si tu veux te donner un objectif de lecture en nombre de pages ou en temps passé, on va t'aider. La data pour créer des mécaniques d'encouragement, d'engagement autour de la lecture. Et donc l'idée originale était plutôt celle-là, dès 2012-2013. Et donc pour raconter un peu les épisodes, premièrement, moi mon objectif c'était de créer une boîte dans l'EdTech. Donc une boîte dans l'éducation pour aider les gens à apprendre, à être globalement plus inspirés, plus intelligents, plus sachants, comme vous voulez, mais essayer de pousser cette limite-là, si possible à grande échelle, puisque le numérique permet de penser à l'échelle mondiale tout de suite. Et en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, l'EdTech n'existait pas. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas, personne ne parlait d'EdTech, alors encore moins d'EdTech France. Et quand je regardais les produits EdTech qui existaient, c'est-à-dire les produits logiciels adressés aux écoles ou aux universités, franchement, c'était assez pauvre. Ouais. C'est des expériences utilisateurs un peu du passé. Je généralise volontairement un petit peu. C'est encore le cas, malheureusement, dans certaines... Bon. Parfois, on a des trucs avec des clients lourds, des choses difficiles, pas du tout faites pour le mobile, qui n'intègrent pas du tout des logiques un peu sociales. Et nous, on se disait, waouh, on part de loin, l'offre n'est pas là, donc la demande non plus, et inversement. Alors que l'innovation, clairement, se passe sur le marché B2C. Donc, ce qui est en train de changer le monde et de créer les nouveaux usages du futur, à l'époque, c'était les Facebook, c'était les Twitter, c'était ces nouvelles plateformes qui émergeaient et qui amenaient tout le web social. Et puis, c'était aussi l'arrivée du smartphone. Donc, on se dit, OK, il y a deux révolutions qui ne sont pas encore prises, celle du social, qui transforme la structure même du web, et celle du mobile, qui transforme l'expérience. Il faut qu'on prenne ces virages-là. Et en fait, pour réussir dans l'éducation, on va d'abord se lancer sur le B2C, donc sur le grand public, parce que les meilleures boîtes d'EdTech qu'on aimait le plus, il y en a une que j'aimais beaucoup, qui est Duolingo, qui est toujours super app d'apprentissage des langues. En fait, ils ont d'abord essayé de convaincre les gens d'utiliser leur outil avant de rentrer dans les établissements scolaires et d'être entre les mains des profs. Donc on a lancé Glose comme une application B2C, une app de lecture grand public. Ça a été un succès d'estime, plutôt d'audience, pas trop de monétisation, parce que le pas que devait faire un utilisateur pour acheter un livre chez nous, alors qu'il y a Amazon à côté, c'est quoi Glose, c'est quoi cette start-up, etc. Un peu compliqué. Mais c'était un succès média et un succès branding, ce qui a fait monter la marque. Oui, média branding et je dirais surtout technologique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait,
les acteurs avec qui on travaillait, notamment les éditeurs de livres, sont devenus vraiment fans de notre solution, parce qu'on avait innové dans tout un tas de choses, notamment dans le traitement du texte, dans ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, donc des algorithmes qui vont essayer d'aller dans les textes, de automatiquement les segmenter et d'en extraire de l'information riche. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros... c'est une autre conf. Voilà, essayer de trouver de l'intelligence dans les textes. Et grosso modo, ils ont dit, mais vous êtes les seuls à innover un peu dans le domaine là-dessus, donc est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Donc un peu la deuxième phase de l'entreprise, ça a été de construire du revenu pour survivre en B2B, en devenant une des briques technologiques des grands éditeurs de livres, notamment américains, ou des grands libraires, notamment américains. Donc par exemple, toute la technologie autour de la lecture numérique pour le grand libraire américain physique qui est Barnes & Noble, pendant plusieurs années, a été, entre guillemets, powered by Glows. Donc c'est nos technologies qui étaient derrière, ce qui nous a permis de nous confronter à une audience vraiment très très importante et très vaste. Et on a beaucoup appris là-dessus à tous les niveaux. Mais ce qui s'est passé au bout de 2-3 ans, c'est un peu ce qu'on avait imaginé, espéré, c'était que, hop, relatif succès en B2C, difficile quand même à monétiser. En revanche, on s'aperçoit que nos plus gros utilisateurs, les plus engagés, les plus passionnés, sont des professeurs qui, comme on l'avait un petit peu parié, et avec un peu de chance, se sont saisis de la solution, l'ont emmené dans leur salle de classe, que ce soit classe de primaire, collège ou classe d'université. Et donc, on a beaucoup appris de ces utilisateurs-là. On aime votre plateforme parce que c'est facile pour nous de trouver un texte et de le distribuer aux élèves. C'est facile pour nous de l'enrichir avec nos commentaires, avec nos questions, et ensuite aux élèves d'y répondre. En plus, la couche de données, on trouve ça pas mal. Est-ce que vous pourriez nous faire des dashboards qui nous montrent qui dans la classe a lu ou pas le texte? Voilà, on n'est pas allé trop loin là-dessus, même si j'ai voulu le vendre très cher. Mais vous voyez, c'est en gros cette intelligence autour de la donnée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel est le niveau d'engagement des élèves dans le contenu que je leur donne? Et donc, on a passé 2-3 ans comme ça à itérer sur le produit pour l'adapter à ces audiences, qui étaient celles qui nous passionnaient le plus. Et donc, en parallèle de Glows grand public, on a commencé à construire sur la même plateforme un outil séparé qui s'appelle Glows Éducation et qui ciblait précisément cette population-là. Et c'était génial parce que le matin, on parlait à des professeurs de classe de CE2 qui avaient des besoins spécifiques, avec des livres illustrés, par exemple, ce qui présentait un défi technologique intéressant. Puis l'après-midi, à des professeurs de collège ou de lycée qui avaient un besoin différent. Là, c'était... nos élèves, ils sont tous sur smartphone, les faire lire, c'est l'enfer. On arrive dans une salle de classe, on s'aperçoit que les élèves, dans une classe de 3e, je me souviens, en banlieue lyonnaise, ne savaient même pas que le livre numérique existait, et que le livre numérique existait sur leur smartphone. Et donc, d'un seul coup, ils disent, mais attends, on peut lire un livre sur le smartphone, mais c'est incroyable ça. Donc d'un seul coup, alors nous, ça nous paraît évident, ça fait des années qu'on travaille dessus, mais en fait, on rentre un peu dans leur monde et on amène un objet qui leur est en général étranger, voire hostile, dans un univers qui est le leur, et d'un seul coup, ils trouvent ça assez sympa. En plus, ils trouvent leurs copains à l'intérieur, ils peuvent annoter, ils peuvent réagir, ils peuvent mettre des smileys dans les marges, et en fait, ça crée une aventure commune dans l'appréhension d'un texte. Et puis, le soir, on avait des conf calls avec des professeurs du MBA de Harvard qui nous disaient écoutez, nous, on veut absolument utiliser votre outil parce que toute la pédagogie du MBA de Harvard est basée sur les études de cas, les fameuses études de cas Harvard. Et l'étude de cas, c'est distribué en amont de la classe. Tous les élèves doivent le lire. Et en classe, ordinateur fermé, on discute, on débat, on discute du contenu de l'étude de cas. Donc si vous, Glows, vous pouvez nous aider à distribuer les contenus dans un format non seulement qui est facile à appréhender, qui est sympa parce qu'il est sur leur smartphone, leur ordinateur, leur tablette, etc., mais en plus où on peut déjà avoir de la discussion à l'intérieur du texte, à travers les commentaires dans la marge, avant que la classe commence, eh bien moi, professeur, vous m'aidez à augmenter, à élever le niveau de la discussion qu'on va avoir en classe. Parce que les élèves sont préparés. Puis j'ai déjà lu leurs commentaires, donc je sais qui je vais interroger sur quoi. Et en fait, ça me permet d'aller plus loin sur l'heure et demie que j'ai avec eux pour discuter de l'étude de cas de telle entreprise ou de tel marché. Bon, vous imaginez que là, on était vraiment très heureux de pouvoir couvrir ce genre de cas. Et c'est comme ça qu'on est devenu une plateforme qui, dans le monde, j'allais dire, universitaire américain, on est dans une vingtaine d'universités aujourd'hui, qui a ces petites places de niche et qui est intéressante. Et pour dire un petit peu où on en est avant l'acquisition, on va essayer de résumer un peu, cette offre en fait de fournir des outils qui rendent le contenu un petit peu plus collaboratif, un petit peu plus engageant et un petit peu plus intelligent avec les données, est en train de déborder du monde universitaire vers le monde de l'entreprise, parce qu'on a des entreprises de plus en plus
sur un marché de niche qui est la distribution de livres et de livres numériques aux entreprises, qui achètent des livres numériques chez nous, précisément parce que c'est facile d'acheter du livre numérique et de le distribuer à ses employés, parfois à ses clients. Et deuxièmement, parce que cette dimension collaborative, on permet de créer des groupes de lecture, marche assez bien dans un contexte de création de culture ou de upscaling d'une force de travail, ou tout simplement de partage de livres communs à la machine à café. Et on voit ce succès pas mal dans les entreprises de technologie américaines, donc des entreprises de l'économie de la connaissance, en gros. Donc nos clients, c'est LinkedIn, c'est WeWork, c'est des gens comme ça, quoi, qui essayent d'investir vraiment dans leur personnel. Du coup, l'acquisition, groupe américain, comment ça s'est passé ? Donc Glose a rejoint en 2020 une grande plateforme de blog américaine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Medium. Donc Medium, c'est une entreprise qui est née il y a une dizaine d'années dans la Silicon Valley, qui a été fondée par Eve Williams, qui était le cofondateur de Twitter avant ça, et qui a voulu construire une plateforme qui est comme une espèce de plateforme de blog améliorée ou simplifiée, qui permet à n'importe qui d'écrire des articles en ligne, de les publier sur une belle plateforme avec une expérience d'écriture sympa. Et aujourd'hui, Medium touche à peu près 200 millions de lecteurs par mois et a des dizaines de milliers d'auteurs qui publient tous les jours. Et ce qui était intéressant avec Medium, c'est que nous, Glose, en traitant le livre, on traite vraiment énormément de contenu long, de substance, et ça va du manuel scolaire au bouquin de business en passant par les romans, tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais le evergreen content, enfin le contenu qui est là pour rester en gros. Et puis Medium est vraiment très très fort sur faire écrire des gens qui sont pas des auteurs professionnels, qui sont plutôt des gens, des praticiens qui partagent leur expérience. Et notamment dans les domaines qui sont vraiment nouveaux et qu'il est difficile pour l'instant d'intégrer à des manuels ou sur des savoirs qui sont en cours de formation. Donc historiquement, ces 10 dernières années, c'est vraiment une plateforme référente pour tout ce qui est partage de savoir par des product managers, par des data scientists, il y a un gros département data, par tous ces savoirs qui sont en cours de formation et qui, en code évidemment, sur tout ce qui est code, langage de code, donc sur tous ces savoirs qui n'ont pas encore cristallisé, si vous voulez, et dont il vaut mieux apprendre des gens qui pratiquent plutôt que des gens qui théorisent. Et donc c'est un parfait complément avec nous, et donc on s'est dit qu'il y aurait des synergies en commun. C'est pourquoi on est très heureux d'avoir rejoint cette entreprise. Pour résumer et en conclusion, quel conseil t'aurais à donner à cet écosystème, tu vois, EdTech, d'autant plus que on avait un peu échangé ensemble. Il y avait cette logique d'aller voir les écoles en France, mais du coup, ça passe par le ministère de l'Éducation. C'était tout à fait bien résumé tout à l'heure. Tu as dû prendre de grands virages, mais qu'est-ce que tu retiens vraiment pour aller jusqu'à la réussite, si ce n'est effectivement le fait de rien lâcher, quoi? Il faudrait que j'écrive plutôt un article Medium sur les 1000 erreurs que j'ai faites et qu'il ne faudrait pas faire. Je pense que on fait beaucoup plus d'erreurs que de succès quand on est entrepreneur. Des succès qui me viennent à l'esprit comme ça, j'en ai pas énormément, mais pour tout entrepreneur, je dirais qu'il faut essayer de penser à faire quelque chose qui nous passionne, c'est-à-dire avoir une motivation très très forte. Et c'est plus facile si on raccroche ça à un grand objectif sociétal, quoi. Quelque chose d'assez grand, parce que je pense qu'on peut vite s'ennuyer sur une tâche toute petite. Et donc avoir une conviction, je pense, très forte dans ce qu'on fait. Nous, c'était vraiment la diffusion de la connaissance et le fait de prendre tout un univers de contenu qui est le livre, qui n'est pas forcément le plus sexy, pas forcément le plus trendy quand on voit l'émergence de la vidéo, l'émergence de l'audio, etc. Mais on s'est dit, voilà, c'est absolument fondamental pour le futur de tout, de la civilisation, que d'amener les livres dans les nouvelles technologies qui vont permettre de l'appréhender, notamment pour ces nouvelles générations qui passent 4 heures par jour sur leur smartphone. Donc je pense qu'il faut avoir une très très grande cause. Deuxièmement, c'est l'équipe. J'ai eu la chance d'avoir des fondateurs et d'avoir créé avec eux une culture d'entreprise à la fois très ambitieuse et humble. Quand on est vraiment ambitieux, on est obligé d'être humble, parce que quand on veut conquérir l'Everest, c'est long et voilà, on ne peut pas s'arrêter au premier. Voilà, il faut être humble face à la montagne. Et donc, je dirais que ce qu'on a fait de mieux, c'est plutôt ça, quoi. C'est l'équipe qui a été résiliente pour naviguer à travers tous les virages que je vous cite, et qui ont été des virages parfois difficiles à négocier, avec en effet, en tant que société française, énormément de force et de qualité, notamment dans la qualité des gens de l'équipe. Je pense notamment à nos ingénieurs,
On a un vivier et un talent absolument extraordinaire, et je le dis d'autant plus qu'on a rejoint un groupe international, donc on peut parfois comparer. Mais aussi, tout simplement le fait en France d'avoir été un petit peu en décalage avec la réalité du marché ou des usages, c'est pourquoi on a dû, de manière tout à fait réaliste, bien que je sois très patriote comme toi, on a dû se tourner quand même pour des raisons purement de survie, beaucoup vers le marché américain, qui dans le domaine du livre numérique comme de l'éducation numérique était quand même plus avancé. Mais c'est toujours un plaisir, c'est notre plus grand plaisir de servir des établissements français, même si en effet c'est un petit peu plus compliqué. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage, on peut applaudir. Merci.